Le 26 avril, le jour de l'enterrement du pape, Vladimir Poutine annonçait en grande pompe la reprise de l'intégralité du territoire de l'oblast de Koursk. Mais pourtant, les combats n'ont jamais cessé sur des bandes de terre le long des lignes frontières dans l'oblast de Koursk, mais aussi dans l'oblast de Belgorod. Et en plus, avant-hier et hier, les Ukrainiens ont relancé une offensive dans l'oblast de Koursk. C'est petit, c'est localisé, mais ça s'inscrit dans une séquence où les Ukrainiens envoient des raids de drones dans la profondeur russe, y compris sur Moscou. Et ça montre tout le bien qu'à Kiev, on pense du cessez-le-feu de 3 jours de Vladimir Poutine. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on repart encore une fois dans la direction de Koursk, puisque c'est entre le 4 et le 5 mai que l'on a reçu les premières nouvelles d'une offensive ukrainienne sur le village de Tetkino, donc vous le voyez sur la carte. Il y a ici une zone en bleu tenue par les Ukrainiens depuis des mois, juste parce qu'elle est avantageuse en fait entre la frontière et la rivière Seym. Et visiblement ces 2 derniers jours, les Ukrainiens ont voulu étendre leur contrôle au-delà de cette zone bleue et au-delà de la rivière Seym. Et donc selon des chaînes de télégramme russes, les Ukrainiens ont commencé par faire sauter un pont et puis à la faveur d'une météo assez brumeuse, ils ont ouvert un chemin à travers une ligne de dents de dragon. Là vous voyez une vidéo de Russes qui regardent en direct les Ukrainiens se percer une route. Et puis les Ukrainiens ont lancé une attaque en bonne et due forme avec de l'artillerie, des drones, des unités motorisées, des équipes lancées sur des motos et apparemment une 50aine de soldats qui auraient pénétré le territoire russe. Bon, je vous épargne le suspense, là ça fait déjà plus de 24 heures et on sait déjà que cette offensive, elle n'est pas allée très loin, on peut dire qu'elle a échoué, quels qu'aient pu être ses objectifs, puisque les Russes ont très vite répondu avec de l'artillerie et des drones et les Ukrainiens ont accusé un certain nombre de pertes. Donc toujours selon les chaînes Telegram, à la fois russes et ukrainiennes, on parle de motos qui auraient été détruites, d'engins de déminage et aussi d'un système de pont mobile. Par contre, on n'a pas d'estimation quant aux pertes humaines, que ce soit côté ukrainien ou côté russe. Mais même si cette attaque, elle n'a pas mené très loin, elle nous dit quand même quelque chose. D'abord que les Ukrainiens conservent des capacités offensives, même si elles sont modestes. Ensuite que les Russes sont bien préparés et qu'il n'y a plus d'effet de surprise comme il y a eu en août 2024 et ce qui avait permis la première occupation ukrainienne d'une partie de l'oblast de Koursk. Troisièmement, qu'il y a véritablement une omniprésence des drones qui quadrillent le secteur et qui détectent tout et qui réagissent très rapidement, ce qui constitue ce qu'on peut appeler un mur de drones. Ça donc je l'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Ça nous dit encore que malgré les déclarations politiques, les opérations militaires, elles continuent, que ce soit les Ukrainiens dans l'oblast de Koursk ou dans l'oblast de Belgorod, ou que ce soit les Russes dans l'oblast de Soumy ou dans l'oblast de Kharkiv, même si évidemment d'un côté ou de l'autre, c'est plus pour obtenir des avantages tactiques du genre le contrôle d'une rivière ou le contrôle d'une colline. C'est pas vraiment dans une logique de conquête. Et dernièrement, ce que ça nous raconte, c'est que cette micro-offensive ukrainienne, elle avait d'abord et avant tout une ambition politique. Puisqu'il y a 2 symboles qui sont connectés à cette micro-offensive. D'abord, hier, le 5 mai, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, il a présidé à une cérémonie pour honorer les soldats ukrainiens qui avaient pris part à l'opération de Koursk. Et selon lui, tous les objectifs ont été atteints. Bon, ça, on peut vraiment en douter, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, que l'utilité de l'opération de Koursk, elle était loin d'être évidente. Mais Oleksandr Syrski, c'est un général de l'école soviétique, et donc pour lui arracher un commentaire sincère, il faut vraiment se lever tôt. Et puis en parallèle de cette cérémonie de remise de médailles, il n'est pas très étonnant qu'il continue à remuer un peu dans cette zone de Koursk pour tenter de continuer à prouver qu'il avait raison. Le deuxième symbole, c'est évidemment faire un pied de nez au cessez-le-feu unilatéral de 3 jours qu'a décrété Vladimir Poutine pour protéger sa parade du 9 mai, c'est-à-dire la parade qui va fêter les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les Soviétiques et désormais les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. Une trêve de seulement 3 jours, ça ne trompe personne, même pas les Américains, même si dernièrement Donald Trump s'est dit relativement satisfait de cette trêve de 3 jours. Il a dit que ça peut paraître peu, mais en fait c'est beaucoup compte tenu du point de départ du processus de négociation qu'il a lui-même lancé. Mais le fait que les Russes puissent continuer à attaquer l'Ukraine jusqu'au 7 mai et reprendre leurs offensives à partir du 12 mai, ça montre bien que ce n'est pas du tout dans une démarche d'apaisement et encore moins de paix, c'est juste pour protéger la parade à Moscou. Et donc les Ukrainiens, ils veulent bien faire comprendre tout le bien qu'ils pensent de cette proposition de trêve unilatérale. Volodymyr Zelensky a été très prolixe sur la question, et là ça fait 2 nuits que des raids de drones ukrainiens visent Moscou et d'autres cibles en Russie. Donc soit les drones sont abattus en route, soit ils s'écrasent en pleine nature, soit ils tombent sur des zones résidentielles à Moscou, mais visiblement sans faire
faire de victimes ces 2 derniers jours, mais en tous les cas, à chaque fois, il perturbe la vie de la capitale russe et il provoque des perturbations dans les aéroports de Moscou. Et on sent que les Russes sont nerveux, Au Kremlin, on menace dans tous les sens. On menace évidemment l'Ukraine en disant que si elle vient perturber les commémorations, il y aura des représailles. Le concept de représailles, il reste assez vague puisque après plus de 3 ans d'invasion généralisée, des crimes de guerre dans tous les sens et des dizaines de bombardements meurtriers sur des villes ukrainiennes, on se demande ce que les Russes ont en tête quand ils parlent de représailles. Et non, je ne vais pas participer à l'hystérie nucléaire ici. Et pour être honnête, moi je n'ai aucun souci à reconnaître aux Russes un certain stoïcisme, une certaine constance dans leurs mensonges, dans leurs dénis, dans leurs menaces ou dans leur manière de négocier. Il y a un grand professionnalisme dans la manière dont cette équipe au Kremlin a mené sa barque ces 25 dernières années. Autant là, il me semble ouvertement nerveux. Il y a vraiment quelque chose d'émotionnel qui transparaît de leurs menaces et de leurs déclarations. Et ça, c'est rarement aussi évident venant de l'équipe de Vladimir Poutine. Bon, on verra comment ces commémorations vont se dérouler. Toujours est-il, et je termine là-dessus, que l'Ukraine, qui envoie donc des messages qui sont quand même relativement forts à la Russie et à Moscou, elle marche aussi sur des œufs, puisque les Ukrainiens, ils ont quand même beaucoup travaillé pour renouveler un semblant de dialogue constructif avec la Maison-Blanche. Ils ont besoin des États-Unis, les Ukrainiens. Et la rencontre au Vatican, l'accord sur les minerais, le premier contrat commercial d'achat d'armes, tout ça, ça a été très difficile à obtenir. Et donc, si jamais une attaque de drone vient perturber les commémorations pendant le week-end du 8-9 mai, il y a un risque que Donald Trump le prenne comme une provocation ou même comme un affront personnel. D'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter à ça puisque Donald Trump peut tout considérer comme un affront personnel et il peut changer d'avis très vite en fonction de la dernière personne qui lui aura parlé. Donc la seule chose qui est garantie ici, c'est que Donald Trump est imprévisible et ce qui fait que l'Ukraine marche sur des œufs. Bon, comme j'ai dit, on verra comment ça va se passer, on continuera à suivre ça sur cette chaîne. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.